Kilimanjaro, Mao, Kilimanjaro, Malan, Kilimanjaro, Mama, Kilimanjaro, yeah, 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 Kilimanjaro, Kilimanjaro, yeah, 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 Kilimanjaro. Kilimanjaro, Kilimanjaro, Malan, Kilimanjaro, yeah, 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 Kilimanjaro. No, 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 yeah. Professeur Mwele est un radiothérapeute camerounais de première génération. Il est rentré au Cameroun au moment où la radiothérapie venait de démarrer en Afrique subsaharienne et le Cameroun était l'un des premiers pays à disposer des appareils de traitement par radiothérapie dans les hôpitaux généraux et un appareil en privé à la polyclinique Bonanjo. Alors le professeur Mwelea a roulé sa bosse comme radiothérapeute, ancien chef d'unité de cancérologie à l'hôpital général de Douala pendant 34 ans, ancien doyen de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Douala pendant 8 ans, et ancien doyen de la faculté de médecine de l'université de Buea, où il prend sa retraite. Sa retraite professionnelle académique. Alors il arrive, il intègre le centre parce que radiothérapeute de formation, il a entendu dire qu'il y a un appareil, comme vous êtes en train de le dire, une petite merveille de la technologie physique. Il est donc approché par les propriétaires du centre, il visite et il se rend compte qu'il pouvait donner son coup de main en tant que consultant. Kilimanjaro, Malan. La radiothérapie est une méthode thérapeutique. C'est une très bonne question que vous avez posée parce que moi-même, jeune médecin généraliste, quand j'avais décidé que j'irais faire en spécialité la radiothérapie, j'étais complètement hagard. Je ne savais pas ce que ça pouvait apporter en réel, en termes de traitement de cancer. Il a fallu que je m'imprègne donc de ce domaine pour me rendre compte que c'était tout simplement une perle dans les méthodes thérapeutiques. Je voudrais dire deux petits mots. La radiothérapie dérive de l'évolution technologique en matière de rayonnement. Le rayonnement que tout le monde connaît, la lumière, c'est un rayonnement, le rayonnement solaire. Mais le rayonnement qui est utilisé, il peut être utilisé en radiologie classique. Et la radiologie classique, c'est par exemple un malade qui est en train de tousser, comme le professeur, je suis désolé, et on veut savoir s'il y a une infection dans ses poumons, on lui demande une radio des poumons. Ça, c'est la radiologie classique. Mais qui utilise des énergies très faibles. Parce qu'en fait, c'est une histoire de longueur d'onde produite par une machine et d'énergie liée à cette longueur d'onde. Donc, lorsqu'on traverse la sphère de la radiologie classique, on arrive à l'imagerie médicale. Et ça, c'est toujours pour le diagnostic. L'imagerie médicale, également comme la radiologie classique, concourt à poser le diagnostic du cancer ou de la maladie. Et là, le rayonnement est plus important. Mais en fait, ce qui est bon à retenir là-dedans, c'est qu'à un certain moment, il y avait des gens, des savants qui parlaient d'électricité.
Et il y en a qui parlaient de magnétisme. Et enfin, les deux parties se sont rendus compte que c'était exactement la même chose, l'électricité et le magnétisme. Et ça s'est donc confondu en électromagnétisme. Une longueur d'onde produit une énergie. Et c'est pour ça qu'il y a par exemple, toujours dans la sphère du diagnostic, l'imagerie par résonance magnétique qui vient compléter les scanners et qui a une énergie plus forte que l'énergie de la radiologie classique et l'énergie du scanner. Maintenant, on passe au traitement. Ce sont des longueurs d'onde qui produisent des énergies très élevées. Et on parle de photons. En fait, la machine que vous avez vue crèche des photons sur une zone choisie dans l'organisme, naturellement la zone où est localisé le cancer. Mais la technologie classique a voulu que, en bougeant l'appareil d'un sens ou dans l'autre, on puisse se concentrer uniquement dans le cancer. On détruit les cellules cancéreuses en protégeant toutes les cellules saines qui sont autour. La radiothérapie a commencé dès la découverte des rayons X. On a découvert les rayons X, Röntgen, un savant allemand a découvert les rayons X en 1895. C'est une machine qui produit donc un rayonnement, une longueur d'onde qui donne une énergie. Et immédiatement après, 6 mois après, Henri Becquerel, un Français, découvre la radioactivité, c'est-à-dire la capacité pour certains produits naturels, comme le cobalt que nous avons au Cameroun, dans le sous-sol camerounais. Le cobalt, si on le met sur cette table, il va produire un rayonnement exactement, presque identique au rayonnement de l'appareil qui produit les rayons X. C'est pour ça que c'est très important de faire une brève incursion dans l'appareil qui produit les rayons X, Röntgen, et dans les substances naturelles, l'uranium par exemple. Quand l'uranium, on va enlever l'uranium de terre, on va le transformer un peu et il va commencer à produire des rayonnements de la même sorte que des appareils qui produisent les rayons X. Alors, donc en 1900, dans les années 1900, comme je disais, la découverte c'est en 1896, dans les années 1900 donc, on commence à utiliser les premiers appareils qui sont en fait des appareils de radiologie. Et on appelle cette radiothérapie la radiothérapie conventionnelle parce que l'énergie n'était pas encore très élevée. Ça fait que lorsqu'on voulait traiter par exemple un cancer de l'utérus est à une certaine profondeur dans le corps, on était obligé de brûler toute la peau qui était traversée par les rayons et sans avoir jamais en tête que ce cancer, on va le guérir complètement. Ça, c'était les tout premiers appareils. Radiothérapie conventionnelle. Ensuite, on arrive dans les années 50. On a traversé la Deuxième Guerre mondiale. Les sciences pures se sont développées. Et maintenant, on commence à utiliser le produit naturel pour fabriquer des appareils qui vont traiter. Et on les appelle les bombes au cobalt. Les bombes au cobalt, comme la bombe au cobalt que nous avons utilisée à l'hôpital général de Douala, comme la bombe au cobalt qu'on a utilisée à l'hôpital général de Yaoundé. C'était en fait le cobalt qui permettait de traiter ces cancers. Ça, c'est les années 50 à 70. Ensuite, dans les années 80 maintenant, il y a les appareils tels que celui-ci, qui sont appelés les accélérateurs linéaires de particules. C'est-à-dire que c'est un appareil qui produit des éléments
des électrons qui vont être accélérés et produire un rayonnement qui est directement adressé à la tumeur qui l'attend, mais au défaveur de la tumeur. C'est pour ça qu'on pourrait dire que c'est la dernière génération de traitement par la radiothérapie. Il y a fondamentalement trois types de malades qui arrivent ici. Le premier type que j'ai remarqué, c'est les malades qui ont la famille dans la diaspora. En général, les enfants, la diaspora est plus au courant de l'existence de ce centre au Cameroun que les Camerounais. Donc, en général, lorsqu'un membre de la diaspora a un parent qui est malade, quelle que soit la ville où ce parent vit, elle va demander au malade de venir. C'est le premier type de malade qui arrive. Le deuxième type de malade qui arrive, c'est le malade qui a entendu parler du centre. En bien entendu. Et je dois d'ailleurs jeter quelques fleurs au personnel que j'ai trouvé ici dans ce centre, qui est suffisamment aguerri dans la réception des malades. Ils sont gentils, courtois. Et moi, une jeune maman m'a dit une fois, mais professeur, pourquoi vous ne venez pas nous installer un service pareil à Yaoundé? Parce que quand on arrive ici, on se rend compte que nous sommes des laissés pour compte. Et ça m'a fait naturellement rire, mais ça ne fait pas rire. Parce que c'est important que dans l'évolution d'un pays, on puisse s'occuper des populations de manière régulière, de manière normale. Et nous, on ne refuse personne. C'est le deuxième type de malade. Quand ils arrivent, on les reçoit tranquillement et bien. Et le troisième type de malade, c'est ceux qui sont référés par des praticiens. Pas seulement de Douala, des praticiens de Douala, des praticiens de Yaoundé, des praticiens de Bafoussam, des praticiens du Tchad, du Congo, de Guinée équatoriale. Donc, eux également, ils orientent un certain nombre de leurs malades ici. Leurs malades sont reçus et ils repartent avec des rapports qui font que, finalement, ça donne un peu de crédit au centre, j'ai l'impression. Je crois que la communauté internationale s'est rendue compte que la femme est plus réceptrice que l'homme. Et c'est pour ça que Octobre Rose est né, on s'est dit, mais les femmes, ces jeunes femmes qui ont le cancer du sein, il faudrait qu'on fasse tout pour les guérir. Donc, la communauté internationale a lancé le mouvement Octobre Rose. Nous nous sommes accrochés à cela. Mais par-delà le fait qu'il y a Octobre Rose maintenant, qui nous fait profiter dans le dépistage des autres cancers. Les autres cancers, c'est-à-dire le cancer du col de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus, ça se dépiste très facilement. Il suffit de regarder le col, de mettre une petite substance et vous dites attention, voilà un col qui va développer un cancer dans les quelques mois qui suivent. Et puis les cancers de la prostate chez l'homme, parce que je me suis rendu compte que le centre est l'un des centres privilégiés du traitement des cancers de la prostate chez l'homme. Et donc, on rentre dans les registres camerounais, dans les projections, on a 26 000 nouveaux cas de cancer par an. Vous vous rendez compte, 26 000, et encore c'est sous-estimé. On a 26 000 nouveaux cas de cancer par an. Les hôpitaux généraux
traite en moyenne 1200, 1500 par an. Ça fait 3000. Le centre actuellement est dans les entre 600 et 800 sur 26 000 nouveaux cas. Vous imaginez le nombre de gens qui vont mourir de cancer sans être allés à l'hôpital. Et ça, on dit non. On dit non. Chère population, vous nous avez fait confiance. Continuez à faire confiance au corps médical. N'allez pas mourir d'une mort atroce qui énerve et la famille et les voisins, et ainsi de suite. Allez à l'hôpital dès que vous vous sentez malade, dès que vous imaginez un peu que, hey, je peux avoir un cancer. Payez d'abord votre consultation, le reste on verra. Parce qu'il y a quand même des organismes, et oui, il y a des organismes qui peuvent contribuer parfois à la prise en charge du traitement du cancer. Le traitement coûte cher. Le traitement coûte cher, vous savez, j'ai souvenance d'une de mes jeunes patientes à l'époque qui m'avait fait pleurer toutes les larmes de mon corps au point où mon épouse me disait « J'espère que tu m'en garderas quand je mourrai ». Elle devait aller prendre sa radiothérapie aux États-Unis. Elle avait eu une facture pro forma de l'ordre de 26 millions. À l'époque, il y a une trentaine d'années. Et parce qu'elle ne parvenait pas à obtenir rapidement son visa par rapport à son rendez-vous aux États-Unis, elle est arrivée vers nous et on lui a dit « Votre radiothérapie, ça va coûter 250 000 ». Ça, c'était à l'hôpital général de Douala. Elle me dit, oh, mais vraiment, vous me faites rire. Un traitement comme taxe 26 millions en Amérique, vous le donnez à 250 000 au Cameroun, ça veut dire que je ne viens pas me faire soigner chez vous. Mais elle s'est fait soigner chez nous. Et malencontreusement, ce n'est pas parce que le traitement avait coûté 250 000 que la maladie a repoussé. Parce que c'est une maladie maligne. C'est pour ça qu'on parle de tumeur maligne. Là où vous l'attendez, elle n'arrive pas. Elle va vous surprendre, elle va apparaître ailleurs. C'est-à-dire que vous avez par exemple un cancer du sein, on a coupé tout le sein, on a fait les rayons, tout le monde, on rigole, ah voilà, on a attiré cette patiente d'affaires. Et un an après, elle commence à avoir mal à la tête, on fait un scanner cérébral et on se rend compte que les cellules qui avaient été dans son sein sont en train de pousser dans le cerveau. C'est ça, cette maladie maligne qui dame le pion à tous les scientifiques du monde entier. Donc, le traitement coûte cher. Il coûte cher, pourquoi? Parce que d'abord, il faut élaborer le diagnostic. Et élaborer le diagnostic, il faut au moins une imagerie médicale. Un scanner classique coûte une centaine de mille. Scanner classique. Après avoir élaboré le diagnostic, je ne parle pas de biopsie, on coupe d'abord un petit morceau, on regarde qu'est-ce que c'est, ainsi de suite. Après ça, il faut maintenant rentrer dans le traitement. La chirurgie a son coût. L'instrumentation évolue très vite. Et lorsqu'on veut rentabiliser un centre, il faut mettre les prix qui permettent de pouvoir travailler avec cette instrumentation et pouvoir à un certain moment remplacer l'équipement qui devient obsolète. Et tout ça, ça demande des moyens financiers. C'est pour ça que le financement devient cher. La chimiothérapie, les drogues qu'on va administrer. Vous imaginez donc ce que cela
représente pour le Camerounais moyen. J'ai eu une maman qui était arrivée dans mon service. Quand je lui ai annoncé le coût de la chimiothérapie, elle m'a dit, bon, avec un enfant de 8 ans, elle m'a dit, bon, vraiment, docteur, merci. J'amène mon enfant à la maison, on attend qu'il meure. Donc, c'est tout ça qui pose problème. Et c'est tout ça, justement, qui fait que un centre de traitement par radiothérapie, comme le centre ici que vous avez visité, pour le faire fonctionner, il faut être sûr qu'on a des réserves importantes. Parce qu'à tout moment, l'appareil peut tomber en panne. Et quand l'appareil tombe en panne, il faut une grande technicité pour remettre l'appareil en état. Et le malade, lui, n'attend pas. Le malade a payé, il veut son traitement. Si vous mettez une semaine sans son traitement, le résultat du traitement est déjà hypothéqué. C'est pour ça que moi, j'ai toujours dit, même à nos administratifs, attention, c'est beau de mettre ce genre d'appareil dans nos grands hôpitaux, mais il faut complètement revoir la politique de l'appareillage et de la maintenance de l'appareillage. Parce qu'il y a une maintenance qui est déjà mensuelle, trimestrielle, mais il y a des à-coups, des pannes qui tombent là. Et il faut immédiatement y remédier. Même quand on ne peut pas soigner, il y a des cancers, le malade arrive à l'hôpital, on ne peut plus le soigner. Mais on sait qu'au moins on va lui donner la dignité de pouvoir partir sans vivre ce que nous voyons avec un certain nombre de malades. Une décrépitude telle que même la famille commence à fuir. Donc, oui, c'est un appareil, mais c'est un appareil qu'on n'utilise jamais seul. C'est un appareil qu'on utilise en conjonction avec les autres méthodes, comme je disais, avec la chirurgie, avec la chimiothérapie, ainsi de suite. Kilimanjaro, Malan. Kilimanjaro, Mama. Oui, vous êtes tombé sur... moi je lui ai dit, mais écoute, tu es un ange de Dieu. Je n'arrive pas à comprendre comment tu as réussi à installer un appareillage pareil dans notre pays et puis tu réussis à le maintenir en fonction. Non, c'est vrai, loin de là toute idée de faire peur aux malades. Il y a eu une grosse part de social qui rentre dans ce centre. C'est-à-dire que, comme il n'y a pas eu une nomenclature complètement arrêtée pour la radiothérapie, vous savez, ce sont des sciences très occidentales. Un service de radiothérapie dans un pays du Nord, tout est coté, on sait que voilà, c'est ci, cela, cela. Mais chez nous, ce sont des services de pointe. Ce sont des services de pointe. Et l'administration est seulement en train de voir, d'étudier maintenant pour le bienfait du malade, en se disant, bon, si cet appareil-là, il coûte tel, je ne sais pas, X milliards, sa maintenance coûte, je ne sais pas moi, je dis ça un peu comme ça, sa maintenance coûte par an 300 millions, à ce moment, s'il reçoit 1000 malades par an, ça veut dire qu'il devait rentrer tel montant pour que l'appareil puisse être utilisé à bon escient. Et donc à ce moment-là, il pourrait fixer la marge à payer par le client. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et donc, le centre se base sur le minimum à payer pour que l'appareil fonctionne.
Bon, certains malades qui peuvent payer un peu plus, à ce moment-là, tant mieux. Eux, ils endossent ce que ceux qui ne peuvent pas payer vont avoir comme traitement. Kilimanjaro, malade. Il y a les réunions de concertation disciplinaire. Il y a un malade qui va avoir son traitement, va passer par une réunion de concertation disciplinaire. Et à ce moment, on lui annonce que voilà, vous allez d'abord avoir tel traitement, ensuite vous allez avoir celui-ci, et puis vous allez avoir celui-là. Parce qu'il y a cette conjonction des méthodes, doit avoir des délais. Quand on dit par exemple, à la réunion de concertation disciplinaire où il y a le chirurgien, le radiothérapeute, le radiologue, l'oncologue médical, quand on dit il va d'abord avoir la chirurgie. Eh bien après la chirurgie, 2 semaines après, il faut qu'il ait déjà sa chimiothérapie. Et quand il sort donc de cette réunion, il sait déjà à peu près à quoi s'attendre pour la totalité de son traitement. Dans les centres, dans les grands centres, j'en ai laissé par exemple à l'hôpital général de Douala, où ils se réunissent les mercredis. Ici, comme c'est un petit centre, pas petit en termes de traitement, parce que vous avez dû voir les malades que nous recevons, mais petit en termes d'effectifs. Ça fait que l'oncologue médical, le physicien et moi, on prend des décisions cumulativement avec nos collègues américains. Et c'est la nouveauté ici. C'est-à-dire que le professeur Mobit a introduit la télémédecine, donc la téléradiothérapie. Ici, lorsque le malade arrive, avec ma collègue oncologue, on dit, OK, ce malade va avoir radiothérapie et chimiothérapie parce qu'il avait, par exemple, eu la chirurgie. Alors, la radiothérapie va se passer 5 jours par semaine, c'est-à-dire 5 fois le malade vient par semaine sur la machine. Et un jour, il prend sa perfusion de chimiothérapie. Ça fait déjà 6 jours dans la semaine pour un traitement qu'il peut prendre pendant 1 mois et demi à 2 mois. Donc c'est en fonction de ces divers éléments que les traitements sont initiés et suivis. Et souvent, les malades qui vont sortir de cette sphère, moi, je les ai toujours caractérisés comme les malades perdus. C'est-à-dire qu'ils ont eu une chirurgie, ils n'ont pas eu une chimiothérapie suivie telle que l'indiquaient les délais, et ils reviennent avec tout un nouveau cancer parce que il n'y a pas eu ce suivi-là. Et ça limite les chances de guérison à ce moment-là. De manière automatique, le malade doit passer, ça s'appelle les visites de surveillance post-thérapeutique. C'est-à-dire qu'il a été traité, on lui dit toujours, maintenant, reprenez votre vie normale. Pour des malades qui ont été, par exemple, amputés d'un sein, d'une jambe, ainsi de suite, on leur dit, reprenez votre vie normale. Vous avez eu un incident dans votre vie, oubliez cela et vivez le plus normalement possible. Alors, ils ont un suivi qui est bien codifié. D'abord, 1 mois après la fin des traitements, puis 3 mois, puis 6 mois, et puis tous les ans. Alors, on recommandait classiquement que ça se fasse pendant 10 ans. Le suivi, c'est-à-dire 1 fois par an, le malade arrive, bonjour docteur, bonjour mon cher, on examine,
Et on vérifie s'il y a des examens à faire. Parce que parfois, il n'y a aucun examen à faire. Et puis, bon, voilà. Allez, on se voit l'année prochaine. Ce suivi est très important. Parce que, comme je le disais, c'est une tumeur maligne. Lorsque le malade ne revient plus, elle a commencé à pousser quelque part, le malade, il a négligé, elle a poussé tant et si bien qu'au moment où il revient à l'hôpital pour dire « Mais moi, je ne comprends pas pourquoi j'ai cette bosse-ci », il est assez tard pour pouvoir intervenir de manière décente. C'est pour ça que le suivi est très important. C'est vrai, c'est une tumeur maligne et elle nous a toujours causé. J'ai eu une dame qui était cadre de banque. À la 10e année, on s'est séparés et je lui ai annoncé, Madame, écoutez, vous allez boire votre flûte de champagne, c'est formidable, remerciez votre Seigneur. Et 6 mois après, 10 ans, elle a été toujours correcte, ainsi de suite. 6 mois après, elle revient à l'hôpital alors que les visites de suivi étaient déjà arrêtées. Elle arrive et me dit, docteur, mais je ne comprends pas, je ressens ceci. Et quand je la réexamine, elle a à nouveau le cancer qui a poussé. Donc, le délai international, c'est 10 ans. Bon, parfois, au Cameroun, on arrête à 5 ans parce que le Camerounais que je suis, malheureusement, il n'a pas cette notion de coût de la santé. C'est-à-dire que vous lui dites, vous allez payer une consultation l'année prochaine, quand vous venez pour votre visite de surveillance. Il ne se sent pas mal, il boit sa bière au quartier et tout ça. Pourquoi est-ce qu'il va sortir de l'argent pour payer une visite de surveillance? Attention, c'est très très important. Les visites de surveillance, il ne faut pas sauter. Il arrive que le praticien parfois soit absent pour son rendez-vous, peut-être pour une conférence, ainsi de suite. C'est le malade qui va vers le praticien, parce que c'est la personne qui est malade. Le praticien aide la personne malade à recouvrer sa santé. Donc, lorsque vous n'avez pas pu voir votre médecin pour le suivi, faites tout pour le revoir. Et séparez-vous seulement au moment où on vous dit, bon, c'est très bien. Vous pouvez partir tranquillement. Le cancer apparaît dans n'importe quel organe, du crâne jusqu'à la plante du pied. Et chaque organe est différent, a son fonctionnement différent dans l'organisme. Ça fait donc que, par exemple, le cancer qui sort à la plante du pied ne va jamais avoir la même manifestation que le cancer qui sort dans la face interne de la joue. Vous comprenez? Ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que il se produit une anomalie. Vous constatez une anomalie où vous allez à l'hôpital et pendant qu'on est en train de vous examiner, par exemple dans le cadre des visites de travail, et ainsi de suite, on vous trouve une anomalie et on va s'appesantir dessus, on dit mais c'est quoi, pourquoi c'est comme ça? Et c'est comme ça qu'on peut découvrir le cancer. Mais les cancers, vous imaginez, il y en a tellement. Même pour le même organe, il y a tellement de types de cancers qui ont des manifestations différentes les unes et les autres. Mais en gros, on reconnaît que c'est une grosseur. C'est une grosseur. C'est une boule. Si vous avez par exemple une bosse au front, ça ne veut pas dire que c'est un cancer. Mais il faut déjà s'inquiéter que mais pourquoi cette bosse-là est arrivée au front? Je n'ai pas cogné mon front quelque part. Et si elle se met à grandir, il faut aller à l'hôpital pour qu'on puisse savoir exactement pourquoi elle grandit. Et il faut prévenir, parce que comme nous l'avons dit, nous sommes dans
un pays où la population n'a pas suffisamment de moyens pour se prendre en charge sur le plan de vue de la santé, il faut prévenir. Mais il faut prévenir comment? Et ça a été le trouble que nous avons eu, par exemple, dans notre pays et dans d'autres formations, même des pays développés, puisqu'il y a autant de cancers que d'organes. On va commencer par quoi? Et c'est pour ça qu'on a décidé de cibler les principaux cancers. Au Cameroun, les principaux cancers sont le sein, le col, la prostate. Ensuite viennent les autres, le cancer du foie, etc. Donc, il faut prendre ces organes-là et faire le dépistage des cancers uniquement localisés à ces organes. C'est-à-dire que quelqu'un qui part, par exemple, pour un dépistage de son cancer de la prostate, on peut voir qu'au moment du dépistage, qu'il a une bosse au bras, on va dire, ah ben, votre prostate se porte comme un charme, mais voyons un peu ce qu'il en est de cette bosse que on vient de voir dans votre bras. Vous comprenez? Donc, les autres cancers, c'est difficile de pouvoir lancer la prévention. Le geste simple et pur, c'est de masser le sein, d'appuyer le sein sur le muscle pectoral de la poitrine. Parce qu'en appuyant, puisque le sein, c'est un organe glandulaire, c'est doux quand on appuie. En appuyant, on peut perdre cette notion de douceur et sentir une grosseur à l'intérieur. Donc, ça peut être fait par l'intéressé, la femme ou l'homme, puisque les hommes également ont des cancers du sein. Mais pour les gens qui disaient qu'il faut sucer, c'était un peu un travers. C'était pour dire, monsieur, sucez le sein de vos épouses. C'était un travers. Ils peuvent masser doucement. Nous pensons que le geste de massage est plus porteur que de mettre la bouche sur le mamelon. Et ici, on court. Il y a de gros risques. Mais vous voyez ce que j'ai sur ma poitrine? C'est un détecteur. C'est un détecteur de rayonnement et toute personne travaillant dans la zone où il y a des rayonnements devrait avoir ce détecteur-là qui est lu. Parce que au Cameroun, nous avons cette chance d'avoir un organe de surveillance des appareils de rayonnement, aussi bien en radiologie qu'en radiothérapie, qui est l'Agence nationale de radioprotection. Donc, c'est un très grand organe de surveillance qui peut débarquer dans un hôpital à n'importe quel moment. Et naturellement, s'ils se rendent compte que l'hôpital n'est pas en train de suivre la conformité de ce qu'il faut, fermer l'hôpital. On a vu, par exemple, comment on a fermé à un certain moment le service de l'hôpital général de Douala pendant quelques semaines avant de rétablir la pratique de la radiothérapie. Donc, c'est important. Et c'est important parce qu'on le doit des faits passés. Les faits passés, sur le plan historique, le bombardement fin de Deuxième Guerre mondiale de Hiroshima et Nagasaki au Japon a laissé beaucoup de citoyens qui avaient été irradiés par cette bombe-là. Comme je parlais tout à l'heure de l'uranium, ainsi de suite. Donc,
on s'est rendu compte que parmi les survivants, il y avait beaucoup de cancers, notamment les cancers de la thyroïde, les cancers du sang. Et les recherches se sont donc faites à large échelle sur les plans nationaux et internationaux. Et on s'est rendu compte que le personnel exposé dans les zones où il y a le rayonnement courait le risque de développer un cancer suite à l'exposition. C'est pour ça qu'on mesure mensuellement les doses que ce personnel peut recevoir. Et si, naturellement, on se rend compte que le citoyen lambda a reçu une dose qui est au-dessus de la normale, on va d'abord la sortir du champ de la zone de traitement pendant un certain délai. Il y a toute une régulation là-dessus en matière de radioprotection pour que plus tard, la personne ne puisse pas venir crier que voilà, j'ai travaillé, j'ai attrapé une maladie professionnelle. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Les personnes albinos qui sont d'ailleurs, eux-mêmes ils savent ce que je représente pour eux. Les personnes albinos ont ceci, que ce sont des personnes très normales sur le plan du développement, cerveau, organes, ainsi de suite. Mais ce sont des personnes qui sont nées avec cette peau blanche. Ce n'est pas que chez nous les Noirs, les albinos. Il y en a même chez les Caucasiens, ceux qui ont la peau blanche. Mais on sait les reconnaître. Que, ah tiens, ça voilà un albinos blanc. Nous, c'est un albinos noir. Et donc, ils ont ce risque que le soleil brûle leur peau en période d'enfance. À partir de l'âge de 3-4 ans, quand le petit va jouer avec ses camarades, quand il va à l'école, ainsi de suite, le soleil commence à brûler leur ADN. Et quand ils atteignent l'âge de 20 ans, 25 ans, c'est fini, les cellules se transforment en cellules cancéreuses. Et ça leur occasionne un cancer de la peau, qui peut être très bien soigné. C'est l'un des cancers que l'on soigne le mieux. Mais il y a des conditions pour bien le soigner. Dans certaines écoles, pour notre pays, le Cameroun, je ne sais pas trop, mais au moins dans la littérature, certaines écoles qui ont enregistré des enfants albinos vont créer des programmes spéciaux à période de récréation, par exemple. Ils ne vont pas avec les autres élèves sous le soleil. On leur crée des programmes spéciaux où ils sont couverts. Et c'est les conseils qu'on donne aux parents. C'est-à-dire que vous avez eu un enfant albinos, pour éviter que sa peau soit détruite quand il atteint les 20 ans, il faut le protéger contre les rayonnements solaires. C'est ça, ce n'est que ça. Et ça, c'est la prévention, comme on parlait de prévention tout à l'heure par rapport aux albinos. Les produits décapants ont ceci de fâcheux qu'ils enlèvent de manière brutale la couche superficielle des cellules cutanées. Et c'est cette couche superficielle qui nous donne cet aspect noirâtre de la peau. Mais maintenant, on décide de l'enlever. C'est comme si vous aviez pris un rasoir. Vous commencez, bon, le rasoir c'est peut-être un peu compliqué. Vous commencez à enlever ces cellules mortes et celles vivantes qui vont mourir après. Vous vous décapez.
Et là, naturellement, ça pose également le même problème parce que les produits vont réagir au niveau de l'ADN cellulaire, principalement, et transformer donc les cellules en cancer de la peau. Nous avons eu l'occasion au cours de notre pratique de 34 ans, nous avons eu l'occasion de voir certains cas de cancer survenus chez ces malades-là. J'ai particulièrement une qui avait souhaité qu'elle soit évacuée en Europe. Elle vit d'ailleurs à Paris. Et quand elle est allée à l'ambassade avec sa photo pour le passeport, on lui a dit non, 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 ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous parce que elle avait complètement changé de couleur de peau et puis non, bon, elle a développé un cancer de la peau. Donc, bon, dans la vie, on dit que chacun choisit ses instruments et ses aliments. J'ai eu annoncé d'ailleurs dans les médias que c'était l'un des meilleurs centres de diagnostic et de traitement des cancers. Et je le dis en connaissance de cause parce que j'ai quand même eu l'occasion d'œuvrer assez longtemps dans notre pays. J'ai circulé beaucoup, j'ai visité beaucoup d'hôpitaux. Je pense que c'est une formation sanitaire privée qui a le mérite d'apporter son pesant d'or dans la prise en charge des cancers dans notre sous-région d'Afrique centrale. Kilimanjaro,